Il lui criait dessus, si fort que les tasses en porcelaine tremblaient sur la table. Tu ne comprends pas, maman? Il faut savoir partir à temps. Les clients du café se turent. Suzanne sentit son visage brûler. Son propre fils, debout devant elle, la main levée, le ton d'un homme pressé d'en finir. Place aux jeunes, ajouta-t-il, la voix chargée d'un mépris qu'elle ne lui connaissait pas. Le serveur détourna le regard. Une femme à la table voisine posa sa cuillère. Suzanne voulut répondre, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Son fils, Marc, qu'elle avait porté seul après la mort de son mari, lui parlait comme à une étrangère. Tu ne peux pas vivre éternellement dans cette maison, maman. C'est trop grand, trop vieux. Et toi, tu ralentis. Elle serra sa tasse à deux mains, la porcelaine tiède contre sa peau sèche. Je ne t'ai rien demandé, murmura-t-elle. Mais Marc ne l'entendait déjà plus. Il ramassa sa veste, jeta un billet sur la table et sortit. Le tintement de la porte vitrée résonna comme une gifle. Suzanne resta un long moment immobile. Le café sentait le sucre brûlé et le lait chaud, mais tout goût lui semblait éteint. Une larme coula, discrète, qu'elle essuya aussitôt. On ne pleure pas en public, pas à son âge. Elle enfila son manteau, marcha lentement vers la sortie. Dehors, la lumière d'avril tombait sur la place du village, crue, sans chaleur. Les pigeons picoraient près de la fontaine, indifférents. Marc n'était plus là. La marche jusqu'à la maison lui sembla interminable. Ses genoux grinçaient à chaque pas, mais ce n'était pas la douleur physique qui la ralentissait. C'était ce poids derrière les côtes, cette impression d'avoir été effacée. Devant le portail, elle s'arrêta. Le bois portait encore les initiales gravées par son mari 30 ans plus tôt. S plus L. Louis. Un homme doux, discret, mort d'un infarctus sur le marché un matin d'hiver. Elle avait tout porté depuis. Le deuil, le fils, la maison. Et voilà qu'aujourd'hui, celui qu'elle avait élevé voulait la remplacer, comme un vieux meuble qu'on jette pour faire de la place. Elle entra. L'air sentait la cire et la lavande. Chaque photo sur le buffet lui rappelait un moment, un rire, un anniversaire. Elle passa la main sur le cadre où Marc, petit garçon de 8 ans, tenait fièrement sa première médaille de natation. « Place aux jeunes », chuchota-t-elle amère. Elle s'assit dans le vieux fauteuil vert, celui où elle lisait chaque soir. Le tic-tac de l'horloge emplissait la pièce. Tout paraissait intact, sauf elle. Sur la table basse, un carnet à couverture bleue. Elle y notait d'habitude ses courses, ses rendez-vous médicaux, les films vus à la télévision. Ce soir-là, elle ouvrit une page blanche et écrivit d'une main tremblante : « Aujourd'hui, mon fils m'a crié dessus devant tout le monde. Il m'a dit de laisser la place. Je ne sais pas encore à qui, ni pourquoi, mais je vais la laisser à qui la mérite. » Elle reposa le stylo, referma le carnet et leva les yeux vers la fenêtre. Le soir tombait lentement. Dans la vitre, son reflet se mêlait aux ombres du jardin. Ses cheveux gris, son visage fatigué, tout lui semblait étranger. Pour la première fois, elle sentit quelque chose se redresser en elle, une forme de calme nouveau. Pas de la colère, non, quelque chose de plus solide, de plus profond. Le silence de la maison n'était plus seulement un vide, il devenait promesse. Et quand la nuit s'installa, Suzanne se leva, alla jusqu'à la commode et en sortit un vieux dossier relié par une ficelle beige. Dessus, on pouvait lire « Tribunal judiciaire de Lyon, 1994, greffière, S. Delorme ». Elle sourit faiblement. Ses mains ne tremblaient plus. Ce jour-là, sans le savoir, Marc venait d'ouvrir le premier dossier de sa propre chute. Le matin suivant, la lumière entra sans douceur. Suzanne s'était endormie dans le fauteuil, encore habillée. Son dos la lançait, mais ce n'était rien comparé au vide dans sa poitrine. Le silence de la maison avait changé de texture, moins pesant, plus dense, presque conscient. Sur la table, le dossier du tribunal l'attendait. Elle le regarda un instant, puis le posa sur ses genoux. Le papier jauni sentait la poussière et le temps. À l'intérieur, des copies d'anciens jugements, des lettres tapées à la machine, des notes au stylo rouge. Elle les feuilleta lentement. Les mots lui revenaient, précis, familiers. Procédure, plainte déposée, audience fixée. Tout cela appartenait à une autre vie, celle où elle entrait chaque matin dans le grand bâtiment de pierre, tailleur beige, badge au revers, pas rapide. On la respectait alors, on l'appelait Madame Delorme, greffière en chef. Elle referma doucement le dossier. Dans la cuisine, la radio crachotait une chanson trop joyeuse. Suzanne la fit taire.
Elle se servit un café noir, amer, et le but lentement devant la fenêtre. Dehors, le jardin ressemblait à un vieux tableau. Pommiers tordus, allées envahies de mousse, rosiers encore nus. Marc disait toujours qu'elle devait vendre, que ça ne valait plus rien. Mais elle savait combien chaque mètre carré lui avait coûté. Pas seulement en argent, en sueur et en veille, en vie. Vers 10 heures, le téléphone sonna. Elle hésita avant de décrocher. Allô? Maman, c'est moi. Sa voix, froide, sans honte. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit hier? Suzanne ne répondit pas. On pourrait vendre avant l'été. J'ai déjà parlé à un agent. Il dit qu'il peut trouver preneur vite. Tu aurais de quoi te payer un petit appartement, tranquille? Tranquille. Ce mot la blessa plus que tout. Je ne veux pas vendre, Marc. Un soupir à l'autre bout. Maman, sois raisonnable. C'est pas une vie, toute seule là-dedans. Et puis, à ton âge, tu pourrais tomber. Tomber? Oui, tomber ou. Oublier le gaz, je sais pas. Faut penser à ton bien. Suzanne sentit sa gorge se serrer. Derrière cette fausse sollicitude, il y avait autre chose, l'empressement, la convoitise. Ton bien à toi, tu veux dire. Un silence, puis un ton plus sec. Je veux juste t'aider, et si tu refuses, je serai obligée de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, répéta-t-elle la voix basse. Parler à un juge, demander une mesure de protection, pour toi. La ligne grésilla. Suzanne ferma les yeux, la main crispée sur le combiné. Tu ferais ça, à ta mère? Si c'est pour ton bien, oui. Elle raccrocha. Le déclic claqua dans le vide. Le café avait refroidi. Elle resta debout, longtemps, à fixer le téléphone. Puis, d'un geste lent, elle ouvrit de nouveau son dossier. À l'intérieur, un vieux carnet d'adresses. Elle passa les doigts dessus. Beaucoup de noms barrés, des gens morts ou partis. Mais un attira son regard. Maître D. Lemoine, avocat. Elle le connaissait bien. À l'époque, ils avaient travaillé côte à côte sur une affaire d'abus de tutelle. Elle se souvenait encore de son rire grave et de sa phrase fétiche. La loi, Madame Delorme, n'oublie pas les silencieux. Elle prit une feuille blanche, écrivit la date du jour, puis, d'une écriture ferme, objet, demande de consultation. Cher maître, je souhaiterais vous rencontrer au sujet d'un problème familial. Il concerne mon fils et la gestion de mes biens. Je crains qu'il tente une démarche judiciaire à mon encontre. Vous comprendrez mieux en me voyant. Elle signa. Puis elle chercha son manteau, son parapluie. La pluie s'était remise à tomber, fine, obstinée. En passant devant le miroir, elle remarqua ses yeux, pas tristes, pas brisés, clairs, décidés. Elle attrapa le dossier, le serra contre elle. En sortant, elle croisa la voisine, Claire, une femme bavarde d'une 50aine d'années, qui s'arrêta aussitôt. « Suzanne, tout va bien? Vous avez mauvaise mine. »« Tout va bien, Claire, » répondit-elle calmement. « Je vais juste voir quelqu'un. »« Un médecin? »« Non, un avocat. » Elle s'éloigna sous la pluie, droite malgré le vent. À chaque pas, la boue éclaboussait le bas de son manteau, mais elle avançait sans hésiter. Dans sa tête, une phrase revenait, martelée, froide. « S'il veut une place pour les jeunes, je vais lui en faire une. » Devant le juge. L'odeur du vieux cuir, des dossiers et du café froid emplissait le bureau. Maître Lemoine leva les yeux de ses papiers quand Suzanne entra. Il avait vieilli, comme elle, mais son regard restait vif, précis, celui d'un homme qui voit derrière les mots. « Suzanne Delorme, ça fait une éternité. »« 27 ans, répondit-elle en s'asseyant lentement. Il sourit. « Et vous avez encore vos dossiers ?» Elle posa la chemise beige sur son bureau. « Je les ai toujours gardés. On n'oublie pas un métier comme celui-là. » Il hocha la tête, feuilleta quelques papiers, puis leva un sourcil. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» Suzanne inspira profondément. « C'est mon fils, Marc. Il veut vendre la maison. Et il m'a menacé de demander ma mise sous tutelle. » Le mot resta suspendu entre eux. Le moine s'adossa dans son fauteuil. « Avez-vous des preuves de menace ?»« Pas écrites, mais j'ai commencé à enregistrer nos conversations. Il ne le sait pas. » Un léger sourire traversa les lèvres de l'avocat. « Vous avez gardé vos réflexes ?» Il m'a crié dessus en public. Il me parle comme à une enfant. Il veut tout contrôler, et sa compagne, c'est elle qui pousse. Vous avez un soupçon d'intérêt financier? Ah, plus qu'un soupçon. Elle raconta calmement les visites imprévues, les papiers pour les impôts, les appels insistants. Le moine prit des notes, sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut fini, il reposa son stylo.
C'est un cas d'abus moral et de tentative d'abus de faiblesse. Vous pouvez déposer une main courante, voire une plainte. Mais avant tout, il faut rassembler des éléments solides. Suzanne hocha la tête. C'est ce que j'ai commencé à faire. Elle sortit une petite clé USB de son sac et la posa devant lui. Ici, il y a 2 conversations enregistrées et une vidéo. Il m'a crié dessus dans un café. Quelqu'un a filmé. Le moine pencha la tête, impressionné. Vous avez bien fait. Nous allons tout consigner, étape par étape. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Vous savez, Suzanne, les affaires comme la vôtre se multiplient. Des enfants qui veulent prendre la place de leurs parents au nom du pragmatisme. Mais la loi ne les autorise pas à effacer la dignité. Elle le regarda sans répondre. Dans sa poitrine, quelque chose remuait, pas de la colère, de la clarté. Il reprit plus bas. Si votre fils demande une tutelle, nous riposterons. Je ferai valoir votre autonomie, vos preuves, et nous démontrerons l'intention d'abus. Mais il faut aussi être prête à affronter l'humiliation. Je la connais déjà, dit-elle doucement. Un silence. Alors je suppose que vous êtes prête. Elle se leva, plus que lui ne l'imagine. Le moine lui tendit la main. Vous n'êtes pas seule. Revenez lundi, nous formaliserons la plainte. En quittant le bureau, Suzanne sentit la pluie lui picoter le visage. Elle marcha sans ouvrir son parapluie. Chaque goutte semblait laver une part du poids qui l'écrasait. Sur le chemin du retour, elle passa devant la boulangerie. Le jeune vendeur lui offrit un sourire poli. Bonjour, Madame Delorme, comme d'habitude. Elle hésita puis répondit non, pas aujourd'hui, pas encore. Elle continua sa route. À la maison, elle retira son manteau trempé, alluma la lampe du salon. Le tic-tac familier la calma. Elle rangea soigneusement les papiers dans un nouveau dossier marqué Marque des procédures. Puis elle s'assit, prit un carnet et nota état mental clair, orientation intacte, mémoire cohérente, capacité à gérer les affaires personnelles totale. Elle ferma le carnet et esquissa un sourire. Ce soir-là, elle se coucha tôt. Mais le sommeil ne vint pas tout de suite. Elle repensait à Marc, petit garçon courant dans le jardin, riant en brandissant un avion en bois. Où s'était-il perdu, ce fils-là? Était-ce sa faute à elle? Elle serra l'oreiller contre sa poitrine. Puis, doucement, elle murmura dans le noir. « Tu veux un juge, mon fils? Tu l'auras. » Sa voix était calme, presque tendre. Dans la pièce voisine, l'horloge sonna 11 fois, et chaque battement sonnait comme un pas de plus vers la salle d'audience. Le dimanche s'écoula dans un calme trompeur. Le ciel était clair, presque trop bleu, comme si la nature voulait affeindre l'innocence. Suzanne passa la matinée à ranger, à essuyer les cadres, à plier le linge, des gestes précis, mécaniques, mais derrière chacun d'eux, une pensée persistante. Il ne me volera pas ma maison, ni ma dignité. Vers midi, le téléphone vibra de nouveau. « Maman, on passe cet après-midi », annonça Marc sans préambule. « On » Oui, Sophie et moi. On veut te montrer quelque chose. Elle aurait pu refuser, mais elle sentit qu'il valait mieux le laisser venir. Mieux valait qu'il croie encore au contrôle. Elle prit le temps de préparer un gâteau au yaourt, comme autrefois. L'odeur sucrée emplit la cuisine, mais cette fois, elle ne cuisait pas pour faire plaisir. Elle cuisinait pour observer. À 15 heures précises, une voiture noire se gara devant la maison. Les portières claquèrent. Sophie entra la première. Haute, blonde, le manteau trop neuf pour ce village. Son sourire était poli, mais ses yeux jaugeaient déjà la pièce comme on évalue un bien immobilier. « Bonjour Suzanne. Quelle jolie maison. Charmante. Vraiment charmante. » Suzanne répondit d'un ton égal. Elle a ses années, mais elle tient encore debout. Oh oui, c'est évident. Mais vous savez, avec un peu de travaux, elle pourrait prendre beaucoup de valeur. Marc m'a montré les plans qu'il a faits avec l'agent. Suzanne sentit son estomac se nouer. Les plans? Quels plans? Marc s'approcha, évitant son regard. C'est juste une simulation, maman, pour voir ce que ça pourrait donner si on la rénovait. On? Oui, enfin, si on la vendait. Le silence tomba. Même Sophie sembla s'en rendre compte et se racla la gorge. Vous savez, Suzanne, les maisons comme celle-ci, c'est rare. Le terrain seul vaut une fortune. Suzanne resta droite. Une fortune que vous n'aurez pas. Marc soupira exaspéré. Voilà, c'est toujours pareil. Tu refuses tout. Tu veux vivre seule ici jusqu'à ce qu'on te retrouve par terre, c'est ça? Si c'est mon choix, oui. Ton choix, ton choix.
Tu ne te rends même pas compte. Tu oublies des choses. Tu t'énerves pour rien. Sophie pense que... Sophie pense, répéta Suzanne tranchante. Elle le fixa, les yeux clairs, glacés. Et toi, tu penses quoi, Marc? Il détourna le regard. Je pense que tu vieillis, maman. Et qu'il faut se rendre à l'évidence. Elle inspira profondément, cherchant à contenir le tremblement dans sa main. Et moi, je pense que tu deviens un étranger. Sophie posa une main sur l'épaule de Marc. Écoute, on ne veut pas te brusquer, Suzanne. On veut juste t'aider à préparer la suite. Tu pourrais vivre dans quelque chose de plus adapté, un logement sécurisé avec du personnel. On t'apporterait ce dont tu as besoin. Ce dont j'ai besoin, répondit-elle. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me parle avec respect, pas comme à une charge. Sophie esquissa un sourire crispé. Vous dramatisez. Suzanne se leva. Sortez. Quoi? Fit Marc interloqué. Sortez tous les deux. Il fronça les sourcils. Maman, tu dépasses les bornes. C'est toi qui les as effacés, Marc. Le ton était calme, mais l'autorité qu'il contenait fit reculer son fils d'un pas. Sophie tenta de protester. Vous devriez vous reposer un peu, Suzanne. Vous n'êtes pas dans votre état normal. Si, justement, je le suis. Plus que jamais. Ils sortirent sans un mot de plus. Le portail claqua, le moteur rugit, et le silence revint, lourd mais libérateur. Suzanne resta debout un long moment au centre du salon, puis elle alla chercher son téléphone portable. Elle posa sur la table un petit dictaphone, le même que celui qu'elle utilisait autrefois pour les audiences. Elle appuya sur Enregistrer et d'une voix claire, elle dicta Dimanche, 14 mai. Marc Delorme et sa compagne Sophie sont venus à mon domicile. Ils ont évoqué la vente de ma maison, sans mon consentement, ton menaçant, présence d'un enregistrement audio. Elle coupa l'appareil et sourit sans joie. Chaque mot, chaque seconde comptait désormais. Le soir, elle alla dans le grenier, ouvrit un vieux coffre, à l'intérieur, des cassettes, des carnets et une boîte de bois. Elle la prit, l'ouvrit doucement. À l'intérieur, la bague de mariage de Louis et une clé, celle du petit coffre au Crédit Agricole. Elle la serra fort dans sa main. En descendant l'escalier, elle murmura « Louis, mon amour, notre fils veut tout prendre, mais je vais lui apprendre qu'on ne vole pas une mère comme on vit d'une maison. » Et dans le salon, la lumière du soir glissa sur le dossier posé sur la table. Un mot y était écrit, en lettres nettes, « Preuve ». Le lundi matin, l'air était clair et froid. Suzanne se leva avant l'aube, comme autrefois quand elle devait assister à une audience. Ses gestes étaient précis, silencieux, méthodiques. Allumer la cafetière, repasser une chemise, lisser ses cheveux gris devant le miroir. Rien ne devait trahir la fatigue ni l'âge. Pas aujourd'hui. Sur la table, le dossier « Preuve » l'attendait, gonflé, ordonné. À côté, une enveloppe Kraft scellée. Elle la prit, la glissa dans son sac. À 6h30, elle quitta la maison. Les rues du village étaient encore vides, les volets fermés. Seul le boulanger allumait son four et l'odeur du pain chaud accompagna ses pas jusqu'à l'arrêt de bus. Dans le bus pour Lyon, elle observa les passagers à travers la vitre. Des étudiants, des ouvriers, un homme d'affaires endormi. Personne ne faisait attention à cette femme à l'air digne, le sac serré sur les genoux. Mais dans sa tête, tout bouillonnait. Chaque mot de Marc, chaque humiliation résonnait encore. Et maintenant, tout cela allait servir. Arrivée au centre-ville, elle remonta la rue Victor Hugo. Le cabinet de Maître Lemoine occupait le dernier étage d'un vieil immeuble. L'assistante la fit entrer aussitôt. « Bonjour, Madame Delorme, dit-elle avec un sourire respectueux. Le maître vous attend. » Le moine était déjà debout, veste sur l'épaule, lunettes sur le bout du nez. « Vous êtes ponctuel, comme toujours, fit-il en lui tendant la main. « Le tribunal m'a appris que la rigueur est une arme, répondit-elle. Il acquiesça, amusé. Alors, voyons ce que nous avons. Suzanne posa le dossier, l'ouvrit et disposa méthodiquement son contenu. Les enregistrements, les notes, les extraits de conversation. Puis elle sortit l'enveloppe Kraft. Voici les papiers qu'il a voulu me faire signer. Il a prétendu que c'était pour simplifier ma fiscalité. En réalité, c'est une procuration de gestion complète sur mes comptes. Vous l'avez signé? Non, mais j'ai faim de le faire. Il croit que je l'ai remise à la banque. Le moine leva un sourcil, impressionné. Vous êtes redoutable, Suzanne. Elle haussa les épaules. Je suis mère. Il prit quelques notes, puis expliqua. Voici ce que nous allons faire.
D'abord, dépôt d'une main courante pour établir le harcèlement moral. Ensuite, courrier recommandé à votre fils pour lui notifier que toute gestion de vos biens sans votre consentement constitue une infraction. Enfin, je vais rédiger une mise en demeure préventive. Cela devrait le calmer ou le faire sortir du bois. Suzanne l'écoutait sans ciller. Chaque mot sonnait comme un pas de plus vers la justice. Et s'il lance quand même la procédure de tutelle? Alors, nous serons prêts. Nous aurons les preuves et vous serez entendu comme partie défendresse. Vous êtes lucide, organisé, autonome. Aucun juge n'ordonnera une tutelle dans ces conditions. Elle hocha la tête, puis demanda: Vous croyez qu'il comprendrait s'il me voyait ici? Je pense qu'il tomberait des nues. Les enfants oublient que leurs parents ont vécu avant eux, qu'ils savent encore se battre. Elle eut un léger sourire. Oui, ils oublient. Ils signèrent les documents. Le moine rangea le tout dans une chemise cartonnée. Je m'occupe du dépôt dès cet après-midi. Vous, rentrez tranquille, et surtout, ne lui dites rien. En sortant du cabinet, Suzanne sentit un étrange mélange de peur et de puissance. Elle prit le tram, descendit 2 arrêts plus loin, entra dans une boutique de téléphonie. Bonjour, je voudrais acheter un téléphone simple, mais avec dictaphone intégré. Pour enregistrer vos notes? Demanda le vendeur. Quelque chose comme ça. Elle en prit 2, un pour elle, un qu'elle cacherait dans le salon, prêt à capter la prochaine dispute. De retour chez elle, elle rangea les appareils, puis sortit dans le jardin. L'air sentait la terre mouillée. Elle passa la main sur l'écorce du vieux pommier, celui que Marc aimait grimper enfant. Tu tombais toujours, tu te faisais mal, et tu pleurais, se rappela-t-elle à voix basse. Et moi je recousais tes genoux en te disant que tu deviendrais solide. Elle baissa les yeux. Tu l'es devenu, oui, trop. Le soir venu, elle reçut un message. Numéro inconnu. On sait que tu as vu un avocat. Tu veux jouer à ça? Très bien, tu vas voir ce que c'est la justice. Suzanne resta figée, le souffle court. Marc. Elle ne répondit pas. Elle posa calmement le téléphone sur la table, puis prit son nouveau dictaphone, appuya sur REC. Lundi 15 mai, message anonyme, ton menaçant. Chi, je soupçonne Marc Delorme. Pièce à joindre au dossier. Elle coupa, rangea l'appareil et murmura: Continue, mon fils. Chaque mot que tu dis devient une preuve. Elle éteignit la lumière, s'assit dans l'obscurité, droite comme une statue. Dans le silence, le tic-tac de l'horloge paraissait plus net, plus régulier. Et pour la première fois depuis longtemps, Suzanne se sentit forte. Le lendemain matin, le téléphone sonna avant 8 heures. La voix qui répondit n'était pas celle de Marc, mais celle de Sophie, tranchante, glacée, presque administrative. Bonjour Suzanne. Marc n'a pas voulu t'appeler, il est trop en colère. En colère de quoi? De ce que tu es allé raconter à ton avocat. Tu penses qu'on ne l'a pas su? Suzanne ferma les yeux. La pluie battait contre les vitres, rythmant chaque mot de la jeune femme. Je n'ai rien raconté, j'ai simplement pris conseil. Ah oui? Eh bien ton conseil va te coûter cher, parce que maintenant, Marc ne veut plus attendre. Il a déjà pris rendez-vous au tribunal. Le cœur de Suzanne fit un bond, mais sa voix resta calme. Pour demander quoi? Une mise sous tutelle, tu comprendras bientôt. Et toi, tu comprends ce que c'est, Sophie, de vouloir voler la mère de quelqu'un? Ce que je comprends, c'est qu'il faut savoir lâcher quand on n'est plus capable de tout gérer. La ligne coupa net. Suzanne resta un instant immobile, le combiné contre l'oreille. Puis, lentement, elle appuya sur Enregistrer. Mardi 16 mai. Appel de Sophie, compagne de mon fils. Menace explicite de demande de tutelle. Pièce à verser au dossier. Elle reposa le téléphone, respira longuement. La peur avait disparu. À sa place, une lucidité froide, coupante. L'après-midi, Claire, la voisine, vint frapper à la porte avec son éternel sac à provisions. « J'ai croisé ton fils en ville, dit-elle sans préambule. Il n'avait pas l'air aimable. Il ne l'est plus depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il te fait encore, celui-là? Suzanne hésita, puis décida de parler. Pas tout, mais assez. Il veut me faire mettre sous tutelle pour vendre la maison. Claire écarquilla les yeux. Non, ton propre fils? Mais c'est ignoble. Je sais. Tu devrais le dénoncer, Suzanne. C'est déjà fait. Le ton de Suzanne était si calme que Claire en resta muette un instant. Tu as été voir un avocat? Oui, et j'ai des preuves. Mon Dieu, tu es plus forte que je ne le croyais. Suzanne esquissa un sourire mince.
On ne survit pas à un veuvage et 30 ans de solitude sans apprendre à se défendre. Claire lui prit la main. Si tu as besoin d'aide, pour les papiers, pour témoigner, quoi que ce soit, tu sais où frapper. Merci Claire, mais tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse vivre tranquille. Le soir, Suzanne s'installa à son bureau et alluma la lampe. Devant elle, une pile de papiers, relevés bancaires, copies de messages, enregistrements transcrits. Elle nota chaque élément dans un tableau, comme elle le faisait autrefois pour les audiences. Pièce numéro 1, audio du café. Pièce numéro 2, conversation téléphonique. Pièce numéro 3, SMS menaçant. Pièce numéro 4, procuration falsifiée. Chaque ligne lui rendait une part de contrôle. Puis un bruit. Une voiture qui s'arrêtait dans l'allée. Suzanne se leva, éteignit la lampe, s'approcha lentement de la fenêtre. Les phares balayèrent dans la façade. Marc, il sortit du véhicule, claqua la portière, avança à grands pas vers la porte. 3 coups secs. Maman, ouvre. Elle resta immobile. J'ai entendu que t'étais allée voir un avocat. C'est quoi cette comédie? Tu veux me traîner dans la boue? Silence. Ouvre ou je force la porte. Suzanne prit le dictaphone, appuya sur REC, puis déverrouilla la serrure. Marc entra, les yeux fous. Tu deviens folle, c'est ça? T'as perdu la tête? Tu crois que je vais laisser faire? Elle le regarda impassible. Tu veux me faire interdire? Pour ton bien? Pour ton portefeuille? Il leva la main, un geste brusque, pas encore un coup mais presque. Suzanne ne bougea pas. Vas-y, fais-le, murmura-t-elle. Ce sera ta dernière erreur. Il recula, hésitant, puis lâcha. Tu m'obliges à agir. Il tourna les talons, claqua la porte, fit rugir le moteur et disparut. Suzanne resta debout quelques secondes, le souffle court. Puis elle se rassit, relança l'enregistrement, écouta la scène entière, minutieusement. La voix de son fils, nerveuse, menaçante, parfaite. Elle copia le fichier sur la clé USB qu'elle destinait à Lemoine, nota la date et rangea tout dans une pochette transparente. Plus tard dans la nuit, elle fit chauffer du lait, s'assit à la table de la cuisine. Sur le carnet bleu, elle écrivit « Marc est venu ce soir, colère, menace, je n'ai plus peur, je suis prête. » Elle posa le stylo, leva les yeux vers le mur où pendait une photo ancienne. Louis, elle et le petit garçon blond qu'était Marc, riant sous le soleil du jardin. Elle murmura « Ce n'est pas toi que je combats, mon fils, c'est ce que tu es devenu. » Puis elle se leva, rangea la tasse, vérifia la serrure et monta se coucher. Sous son oreiller, elle glissa le dictaphone, toujours allumé. Cette nuit-là, Suzanne dormait enfin en paix, mais la guerre venait juste de commencer. Le mercredi, un courrier officiel arriva, enveloppé dans le papier glacé typique de l'administration. Il portait l'entête du tribunal judiciaire de Lyon. Suzanne sut, avant même de l'ouvrir, elle s'assit à la table, sortit ses lunettes et lut convocation à audience, demande de mesures de protection juridique, tutelle ou curatelle, à la requête de Monsieur Marc Delorme. Objet, évaluation de la capacité de Madame Suzanne Delorme à gérer ses affaires personnelles et patrimoniales. Les mots dansaient sous ses yeux. Capacité, évaluation, protection, des euphémismes polis pour dire « tu n'es plus apte à vivre seule ». Elle posa la feuille, la main tremblante, pas de peur, mais de rage froide. Le fils qu'elle avait nourri, protégé, élevé venait officiellement de la déclarer incompétente. Le téléphone sonna presque aussitôt. Elle n'eut pas besoin de regarder l'écran. « Alors, tu as reçu la convocation ?» lança Marc sans saluer. « Oui, répondit-elle simplement. « Parfait. Tu vois, ce sera mieux pour toi. On va éviter que tu fasses des bêtises. » Des bêtises comme quoi? Garder ma maison? Comme te laisser manipuler par des gens qui veulent ton argent? Tu veux dire mon avocat? Oui, ton avocat. Celui-là même que j'ai vu au tribunal il y a 10 ans défendre une vieille dame contre sa fille. Tu crois qu'il t'aide? Il te monte la tête, voilà tout. Suzanne inspira profondément. Tu t'es renseignée sur lui? Bien sûr, je me renseigne toujours. Comme sur la maison sans doute. Il y eut un silence. Maman, tu vas t'épuiser et tu vas perdre. Elle raccrocha. L'après-midi, elle se rendit chez Maître Lemoine, convocation en main. Il la lut attentivement, puis hocha la tête. Comme prévu, il a déclenché la procédure. Alors on y va. Oui, mais à notre manière.
Vous n'allez pas vous défendre en victime, Suzanne. Vous allez vous présenter comme ce que vous êtes, une femme lucide, méthodique, qui connaît le droit mieux que la moitié du tribunal. Il prit un stylo, griffonna quelques notes. L'audience aura lieu le 6 juin. Vous serez entendu par le juge des tutelles accompagné d'un représentant légal si nécessaire. Pas nécessaire, je parlerai moi-même. Je n'en doutais pas. Il lui tendit une liste. Voici les documents à préparer. Preuve d'autonomie financière, attestation médicale, relevé de compte, liste des rendez-vous et activités récentes, tout ce qui prouve votre indépendance. Suzanne prit la feuille. Vous allez voir, maître, je vais lui livrer un dossier qu'il n'oubliera pas. Les jours suivants, elle s'y consacra avec la précision d'une horloge. Chaque matin, elle classait les documents dans des chemises badiou couleurs différentes, rouge pour les finances, bleu pour les échanges avec Marc, vert pour les témoignages, noir pour les preuves audio. Claire, la voisine, vint un après-midi. « Tu en fais trop, tu devrais te reposer un peu », lui dit-elle. « Je ne me repose pas avant d'avoir récupéré mon nom. » Elles passèrent 1 heure à trier les reçus de banque, les factures d'électricité, les lettres de la mairie. Claire n'en revenait pas. « Tu tiens tes comptes mieux que mon mari, ma parole !» Suzanne sourit, ironique. « C'est pour ça qu'on veut me retirer mes droits, parce que je sais encore compter. » Le 1er juin, elle reçut la visite du docteur Morel, mandaté par le tribunal pour évaluer sa lucidité. Un homme mince, à lunettes, un peu mal à l'aise. « Bonjour, Madame Delorme. Je viens pour l'évaluation cognitive et fonctionnelle. » « Installez-vous, docteur. Vous prendrez un café ?» Il hésita, surpris. « Volontiers. » Elle lui servit la tasse, puis s'assit face à lui. « Vous devez me poser des questions, c'est ça ?»« Oui. » Des tests simples, mémoire, orientation, raisonnement. Elle acquiesça. « Allons-y, le test dura 30 minutes. Date, calcul, nom, proverbe, tout y passa. » À la fin, le docteur rangea son carnet, visiblement impressionné. « Madame Delorme, vous avez un esprit d'une clarté remarquable pour votre âge. »« Pas pour mon âge, docteur, juste remarquable. » Il eut un petit rire nerveux. « Je transmettrai mon rapport. » Quand il quitta la maison, Suzanne retourna à son bureau, ouvrit son carnet bleu et écrivit « Il m'évalue, comme on évalue un meuble avant de le déplacer. Mais je suis encore solide, je vais lui prouver. » Le soir, Marc envoya un message. « Le juge verra clair dans ton jeu. Tu ferais mieux d'abandonner. Ce sera moins humiliant. » Suzanne sourit en lisant ces mots. Puis, lentement, elle prit son dictaphone et murmura « Message de Marc, 1er juin, 19h42. Intention d'intimidation. À archiver. » Elle reposa l'appareil, se servit un verre de vin et s'installa face à la fenêtre ouverte. Dehors, le vent faisait bouger les feuilles du vieux pommier. Elle murmura « Tu voulais une place au soleil, Marc ? Eh bien, je t'en offrirai une. Juste devant le juge. » Le jour de l'audience approchait et chaque minute semblait peser. Pourtant, Suzanne ne tremblait pas. Au contraire, plus les jours passaient, plus elle se sentait affûtée, prête, presque tranquille, comme une vieille épée qu'on aurait cru émoussée, mais dont la lame, sous la rouille, restait intacte. Le lundi 5 juin, la veille du jugement, elle passa la matinée à relire tout son dossier. Pas une rature, pas une faute. Ses chemises de couleur étaient alignées sur la table du salon, parfaitement symétriques. À côté, son carnet bleu ouvert à la page du jour. Demain, audience à 10h30. Je parlerai calmement, je ne pleurerai pas, je ne crierai pas, je dirai seulement la vérité. Et la vérité, c'est qu'on ne déclare pas folle une mère pour hériter plus vite. Elle referma le carnet, fit couler un bain, choisit une tenue sobre, pantalon gris, chemisier blanc, foulard bleu pâle. Pas pour plaire, mais pour rappeler qui elle avait été. Une femme de rigueur, de dossier, de loi. En fin d'après-midi, un coup de sonnette. Claire entra, le visage inquiet. « Je t'apporte un peu de soupe, tu ne vas pas te coucher le ventre vide. »« Merci, Claire, mais je ne suis pas malade. »« Je sais. Mais demain, il va falloir être solide. Tu veux que je vienne avec toi ?» Suzanne hésita, puis secoua la tête. « Non, je dois le faire seule. »« Seule, oui, mais pas isolée. Tu as des gens derrière toi, Suzanne. » Elle hocha lentement la tête. « Je sais. » Claire posa la main sur la sienne. « S'il te parle mal, ne réponds pas à la colère. Les juges voient tout, même ce qu'on ne dit pas. » Suzanne eut un petit sourire. « J'ai passé 30 ans à observer les gens mentir devant moi. Je sais exactement comment ils respirent quand ils trichent. » Elles rirent doucement,
un rire fragile mais sincère. Puis Claire la laissa seule. La nuit fut courte. Suzanne dormait d'un sommeil léger, entrecoupé d'images. Marc enfant, Marc adolescent, puis Marc adulte, froid, étranger. Elle se réveilla avant le lever du jour, prit un café sans sucre, enfila son manteau et rangea le dossier dans un sac en cuir. À 8h30, elle quitta la maison. Le bus pour Lyon était silencieux. Dans son reflet sur la vitre, elle crut voir une autre femme, droite, fière, presque sereine. Arrivée au tribunal, les couloirs sentaient le papier et le désinfectant. Elle les connaissait par cœur. Chaque craquement du parquet la ramenait 20 ans en arrière, quand elle déposait les dossiers sur le bureau du juge. Maître Lemoine l'attendait devant la salle d'audience. « Vous êtes prête ?» Depuis le jour où il m'a crié dessus dans ce café. Il hocha la tête, admiratif. « Vous allez lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. » L'audience débuta à 10h30 précise. La salle était simple, presque nue. Un bureau, 3 chaises, une table pour le juge, une pour les parties. Marc était déjà là, costume gris, visage tendu, accompagné de Sophie. Elle, bien maquillée, arborait un air faussement contrit. Quand Suzanne entra, il se redressa à peine. « Bonjour, maman », dit-il, d'un ton forcé. « Bonjour, Marc. » Elle s'assit sans détourner le regard. Le juge, un homme d'une 50aine d'années au ton neutre, commença. « Nous sommes réunis pour examiner la demande de mise sous tutelle déposée par Monsieur Delorme à l'encontre de sa mère, Madame Delorme. Monsieur Delorme, vous pouvez exposer les faits. » Marc se lança, voix faussement calme. « Ma mère souffre de troubles de mémoire. Elle vit seule, refuse toute aide et prend des décisions financières incohérentes. Elle s'est récemment laissée influencer par un avocat qui exploite sa fragilité. » Sophie ajouta doucement « Nous voulons juste la protéger. Ce n'est pas contre elle. » Le juge nota quelques mots, puis il se tourna vers Suzanne. « Madame Delorme, souhaitez-vous répondre ?» Elle sortit ses papiers, posa la main dessus et parla d'une voix claire. « Oui, monsieur le juge. » « Je souhaite répondre. » Elle raconta, posément, sans un tremblement, les appels, les menaces, les papiers falsifiés, les insultes. Elle cita les dates, les heures, les phrases exactes, puis elle sortit la clé USB. « Voici les enregistrements. Vous y entendrez la voix de mon fils, celle de sa compagne, leurs menaces, leurs intentions. » Le juge leva les yeux. Surpris. « Vous avez des preuves audio ?»« Oui, monsieur. Et des copies déposées chez mon avocat, maître Lemoine. » Elle continua, implacable. « Je suis autonome, mes comptes sont équilibrés, mes paiements à jour. J'ai reçu le docteur Morel la semaine dernière. Je crois qu'il a confirmé ma pleine capacité mentale. » Lemoine intervint alors, voix ferme. « Le rapport du docteur Morel a été transmis ce matin. Il conclut à une lucidité exceptionnelle pour l'âge de ma cliente. » Un murmure parcourut la salle. Marc blêmit. Sophie croisa les bras, furieuse. Suzanne reprit, plus douce. « Je n'ai jamais voulu de conflit. J'ai seulement voulu garder ma maison et ma liberté. Mais il m'a crié dessus, humilié, menacé. Alors, j'ai décidé de lui répondre, non pas avec des cris, mais avec la loi. » Elle se tut. Le silence qui suivit fut presque religieux. Le juge prit quelques notes, puis déclara « Le tribunal se retire pour délibérer. Reprise dans 30 minutes. » Suzanne resta immobile, le regard perdu vers la fenêtre. Le soleil filtrait à travers les stores, dessinant des bandes de lumière sur le sol. Elle sentit son cœur battre lentement, avec cette étrange paix qu'on ressent après une tempête. Maître Lemoine se pencha vers elle. « C'était parfait, ni trop, ni pas assez. Vous avez parlé comme une femme libre. »« Je le suis, maître. Je l'ai toujours été. » De l'autre côté de la salle, Marc se leva brusquement et quitta la pièce. Sophie le suivit sans un mot. Suzanne regarda la porte se refermer derrière eux, puis ferma les yeux. Dans le silence du tribunal, elle entendit le battement régulier de sa propre respiration et sut qu'elle venait de reprendre possession de sa vie. La salle reprit vie 30 minutes plus tard, dans un mélange d'air lourd et d'électricité contenue. Suzanne sentit chaque seconde s'étirer avant que le juge ne revienne, dossier à la main, le regard posé sur elle. Marc avait repris place, raide, nerveux. Sophie pianotait sur son téléphone, mais son masque de contrôle s'effritait. Suzanne, elle, restait droite, les mains jointes sur la table, le visage calme. Elle n'attendait pas la clémence, seulement la vérité.
Le juge s'éclaircit la gorge. Après examen des éléments présentés par les deux parties, ainsi que du rapport du docteur Morel, le tribunal constate que Madame Suzanne Delorme dispose de toutes ses facultés mentales et administratives. Marc leva la tête, stupéfait. Par conséquent, poursuivit le juge, la demande de mise sous tutelle est rejetée. Un murmure discret s'éleva dans la salle. Suzanne baissa les yeux un instant. Puis le juge ajouta, plus ferme, de plus au vu des éléments produits, notamment les enregistrements et les documents fournis par Maître Lemoine, le tribunal estime que les agissements de Monsieur Delorme pourraient y relever d'une tentative d'abus de faiblesse et d'intimidation. Ces faits seront transmis au procureur de la République pour examen. Marc se figea, Sophie, blême, lâcha son téléphone. Suzanne sentit son souffle revenir, léger, propre, comme une première gorgée d'air après une noyade. Le juge conclut. L'audience est levée, puis, plus doucement, en la regardant droit dans les yeux, Madame Delorme, je vous souhaite une bonne continuation et félicitations pour votre clarté d'esprit. Elle inclina la tête. Merci, monsieur le juge. En sortant du tribunal, la lumière de midi l'éblouit. Le brouhaha de la rue, les pas, les voitures, tout paraissait lointain, comme filtré. Elle sentit Maître Lemoine à ses côtés. « Vous avez gagné » dit-il simplement. « Non » répondit-elle. « J'ai survécu, c'est différent. » Ils marchèrent à quelques mètres ensemble. « Le procureur vous contactera peut-être » ajouta-t-il. « Vous pouvez décider de porter plainte formellement ou non. Je le ferai, pas pour me venger, pour que d'autres femmes comme moi sachent qu'on peut encore se défendre. » Le moine hocha la tête. Vous savez, j'ai vu des dossiers terribles, mais rarement une mère aussi calme devant la trahison d'un fils. Elle le regarda, un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. On apprend à respirer dans la douleur, maître. C'est tout. Marc les attendait à la sortie du bâtiment, le visage tendu, les mâchoires crispées. Tu n'avais pas le droit, cracha-t-il. Le droit répéta Suzanne posément. C'est tout ce qu'il me reste, et c'est assez. Il fit un pas vers elle, mais Maître Lemoine s'interposa. « Je vous déconseille d'élever la voix ici, monsieur Delorme. Le greffe est juste derrière ces portes. » Marc hésita, puis se tourna vers sa mère. « Tu vas le regretter. »« Non, » dit-elle calmement. « C'est toi qui regretteras d'avoir oublié d'où tu viens. » Elle le contourna, marcha lentement vers les marches du tribunal. Le bruit de ses talons résonnait comme un verdict. Derrière elle, Marc resta figé, incapable de la suivre. Dans le bus du retour, Suzanne garda la tête haute, les yeux fixés sur le paysage qui défilait. Les champs, les routes, les arbres trempés par la pluie, tout semblait plus net, plus réel. Elle se rendit compte qu'elle respirait enfin sans contrainte, sans peur. En descendant au village, elle croisa Claire qui sortait de la boulangerie. « Alors » demanda-t-elle anxieuse. « C'est fini » répondit Suzanne. « Tu veux dire ?»« Oui, le juge a tout rejeté et il a ouvert une enquête contre Marc. » Claire resta bouche bée, puis la serra dans ses bras. « Mon Dieu, Suzanne, tu es incroyable. »« Non, juste patiente. La justice, c'est comme une graine. On la plante, on l'arrose, et on attend qu'elle pousse. » Elles rentrèrent ensemble jusqu'à la grille. Claire s'arrêta un instant émue. « Et maintenant, tu vas faire quoi ?»« Maintenant ?» dit Suzanne en levant les yeux vers sa maison. « Je vais la reprendre. » Ce soir-là, elle rangea les chemises dans un tiroir, éteignit le dictaphone et ouvrit les fenêtres. L'air du soir entra, chargé de lilas et de terre mouillée. Sur la table, le dossier restait ouvert à la dernière page. Elle y ajouta une ligne. « 6 juin, audience terminée, demande rejetée. J'ai dit la vérité, elle m'a suffi. » Elle prit la clé du coffre, la serra dans sa main, puis la glissa dans sa poche. Avant de se coucher, elle se regarda dans le miroir du couloir. Son visage n'était pas celui d'une vieille femme, c'était celui d'une survivante. Et en montant l'escalier, elle murmura pour elle-même. « Il voulait me faire taire, mais parfois, les plus vieux savent encore parler mieux que les jeunes. » La pluie revint le lendemain, fine et persistante, comme un murmure continu sur les tuiles. Suzanne se réveilla tard, pour la première fois sans cette tension au creux du ventre. Le silence de la maison n'avait plus rien d'inquiétant. Il respirait avec elle. Elle fit du café, ouvrit les volets et laissa la lumière grise envahir la cuisine. Tout semblait inchangé, mais quelque chose en profondeur avait basculé. La peur, cette compagne muette de ces derniers mois, n'était plus là. À sa place, une paix solide, presque douce. Sur la table, une enveloppe beige l'attendait, le cachet du tribunal.
Elle l'ouvrit calmement. Notification de décision, rejet définitif de la demande de tutelle. La requête de monsieur Marc Delorme est classée sans suite. Copie transmise au parquet pour étude de l'abus de faiblesse. Suzanne posa la lettre, sourit. Pas de triomphe, pas de jubilation, juste la satisfaction tranquille d'avoir tenu bon. Vers midi, Claire frappa à la porte essoufflée. « Je t'apporte les journaux, dit-elle. Regarde, c'est là. » Sur la page locale, un petit article en bas de colonne. Une habitante du Rhône gagne son procès face à une tentative de tutelle abusive déposée par un membre de sa famille. Le juge salue la clarté et la dignité de la défendresse. Suzanne referma le journal. « Dignité, ils aiment ce mot, hein? Tu l'as mérité, ma vieille, » dit Claire en riant. Mais Suzanne garda le silence. Une pensée revenait, insistante. Marc, où était-il? Que faisait-il maintenant? La réponse vint plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Dans l'après-midi, un inconnu sonna à la porte. Un jeune homme, costume sombre, attaché-case à la main. « Madame Delorme? Je suis l'assistant de maître Lenoir, avocat de monsieur Marc Delorme. » Elle haussa un sourcil. « Que me veut-il encore? Il souhaite vous rencontrer pour discuter d'un arrangement amiable. » Suzanne croisa les bras. « Il n'y aura pas d'arrangement. Dites-lui que la justice a déjà parlé. » Le jeune homme hésita. Il voudrait simplement s'excuser. Non, il voudrait surtout sauver la face. L'assistant se racla la gorge. Dans ce cas, il vous fera parvenir une lettre. Suzanne hocha lentement la tête. Faites. Mais dites-lui ceci, quand on déclare sa mère incapable, les excuses ne suffisent de pas. Il faut des années de silence pour réparer une telle phrase. Le jeune homme s'inclina et s'en alla sans insister. Le soir, elle alluma la lampe du salon, sortit le vieux carnet bleu et écrivit « 10 juin. J'ai gagné, mais ce n'est pas une victoire. La justice n'efface pas la trahison, elle ne fait que la rendre visible. » Puis elle se servit un verre de vin, s'assit dans son fauteuil et laissa la radio murmurer des airs anciens. Louis lui manquait. Sa voix, son calme, sa manière de dire. « Les gens ne changent pas, Suzanne. Ils se révèlent. » Elle leva le verre vers le vide. « Tu avais raison, mon amour. » Un coup de vent fit claquer les volets. Elle se leva pour les refermer et en passant devant le buffet, aperçut la photo de Marc enfant. Elle la prit, la regarda longuement. Le petit garçon riait, les bras écartés, couvert de farine, un souvenir d'un gâteau raté qu'ils avaient tenté de faire ensemble. « Où es-tu parti, mon fils ?» murmura-t-elle. « À quel moment t'ai-je perdu ?» Elle remit doucement le cadre à sa place, puis ferma la lumière. Le lendemain matin, la lettre arriva. Une enveloppe blanche, écriture de Marc. L'encre légèrement tremblait. Elle hésita avant de l'ouvrir. « Maman, je ne sais pas par où commencer. Peut-être par te dire que j'ai eu tort. Je voulais prévoir l'avenir, comme disent les idiots qui ont peur de vieillir. J'ai voulu avoir raison au lieu d'avoir un cœur. Je ne dors plus depuis le procès. Ce que tu as dit, tes mots, ton calme, ton regard, ça m'a transpercée. J'ai honte, j'aimerais te voir. Pas pour parler d'argent ni de maison, juste te voir. » Marc. Suzanne posa la lettre, ferma les yeux. Un long silence s'étira dans la maison. Puis elle prit son stylo et écrivit au dos de l'enveloppe. « Viens demain, à 16 heures. » Seul. Le lendemain, à l'heure dite, Marc arriva. Sans costume, sans Sophie. Juste lui, les mains vides. Ils restèrent un moment sur le seuil à se regarder. Suzanne ouvrit la porte. « Entre. » Ils s'assirent dans le salon. L'air semblait dense, chargé d'années de non-dits. Marc baissa la tête. « J'ai eu peur, maman. Peur que tu partes, sans rien me laisser? Tu voulais tout avant même que je parte. C'est ça, ton erreur. » Il hocha la tête, honteux. « Je suis désolée. » Suzanne resta immobile. Puis elle répondit d'une voix lente. « On peut tout pardonner, Marc, mais on ne peut pas tout oublier. » Il releva les yeux, brillants. « Tu me détestes? Non, je te plains, parce que tu ne comprends pas encore ce que tu as perdu. » Un silence, puis elle ajouta « Mais si tu veux apprendre, commence par revenir demain, pas pour t'excuser, pour m'aider à tailler les rosiers. » Marc resta figé, surpris. « Les rosiers? Oui, il y a des branches mortes, et certaines méritent qu'on les coupe proprement avant qu'elles ne pourrissent dès le reste. » Il comprit, et pour la première fois depuis des mois, il sourit. Le soir venu, seule dans la lumière du couchant, Suzanne nota dans son carnet « Il est revenu. »
Peut-être pas le fils que j'ai perdu, mais celui qui peut encore apprendre. Puis elle ajouta, après un long silence, la justice m'a rendu ma liberté. Le pardon, lui, me rendra la paix. Le lendemain, le ciel était clair, presque trop lavé par la pluie de la veille. Suzanne se leva avant Marc. La maison avait cette odeur paisible de café chaud et de bois ciré. Dans le jardin, les rosiers attendaient, lourds de branches tordues et d'épines. Elle prépara 2 tasses et les posa sur la table de la cuisine. À 9 heures précises, le portail grinça. Marc entra, tête basse, les mains dans les poches. Il portait un vieux pull, celui qu'elle lui avait tricoté il y a des années. Un détail minuscule, mais qui serra le cœur de Suzanne. Bonjour, maman. Bonjour, Marc. Un silence, épais. Puis elle ajouta, sans détourner les yeux, les sécateurs sont sur la table. Il hocha la tête et la suivit dehors. Le jardin baignait dans une lumière dorée. Les oiseaux, indifférents à tout ce drame humain, picoraient sous le pommier. Suzanne lui montra les massifs. Coupe-la, à la base. Pas trop près du cœur, sinon la tige se dessèche. Marc obéit en silence. Le bruit régulier du métal tranchant les branches rythme à leur respiration. Au bout d'un moment, il osa. Tu ne m'as pas dénoncé, hein? Non, c'est le juge qui a transmis le dossier au procureur. Moi, j'ai juste dit la vérité. Ils m'ont convoqué? Je sais. Je risque une amende, peut-être plus. C'est le prix du mensonge. Il faut bien qu'un jour quelqu'un t'apprenne à le payer. Il baissa la tête, honteux. Je croyais faire ce qu'il fallait. Tu semblais si... seule. Seule, oui, mais pas incapable. Et surtout pas à vendre. Elle coupa une dernière branche puis posa les ciseaux. Regarde-les maintenant. Elle respire mieux. Elle saigne un peu, mais c'est normal. C'est comme ça qu'on guérit. Marc la regarda sans comprendre tout de suite. Puis il hocha lentement la tête. Je ne mérite pas ton pardon. Non, pas encore. Mais tu peux le mériter. Pas avec des mots, avec des actes. Ils restèrent là, côte à côte, sans parler. Le vent apportait une odeur d'herbe coupée et de terre humide. Suzanne sentit quelque chose d'inattendu naître en elle. Pas de la tendresse, pas encore, mais une forme de reconnaissance silencieuse. Il était venu. C'était déjà un commencement. Le dimanche suivant, le soleil frappait les vitres avec une douceur nouvelle. Suzanne se leva sans hâte, prépara un café et regarda le jardin depuis la fenêtre. Les rosiers, taillés la semaine précédente, commençaient déjà à bourgeonner. La terre, encore humide, exhalait cette odeur de vie simple qu'elle aimait tant. Marc était revenu 2 fois depuis leur conversation. Il ne parlait plus fort, ne donnait plus d'ordre. Il écoutait. Parfois, il ne disait presque rien. Et c'était bien. Le silence, désormais, ne blessait plus. Il réparait. Ce matin-là, il arriva sans prévenir. Bonjour, maman. Bonjour, Marc. Tu es matinal. J'ai pensé que tu aurais besoin d'aide pour repeindre les volets. Elle le regarda avec une petite méfiance amusée. Tu veux repeindre, toi? Le même qui trouvait la maison trop vieille? Il baissa les yeux, gêné. Peut-être que je n'ai pas bien regardé, dit-il simplement. Suzanne prit une brosse, lui en tendit une autre. Alors regarde mieux cette fois. Ils travaillèrent côte à côte, dans un silence tranquille. La peinture bleue glissait sur le bois, recouvrant les traces du temps sans les effacer complètement. À chaque coup de pinceau, Suzanne sentait comme un apaisement. Un fil ténu se retissait. Tu sais, dit Marc soudain, Sophie est partie. Je m'en doutais. Elle disait que je n'étais pas fait pour les histoires compliquées. Elle avait raison, tu es fait pour les vraies, pas pour celles qu'on écrit pour l'argent. Il hocha la tête, le regard dans le vide. J'ai tout gâché. Non, tu as tout accéléré. Parfois, il faut que ça casse pour qu'on entende le bruit. Il la regarda, surpris par la douceur de son ton. Et toi, tu me pardonnes? Elle s'arrêta de peindre, essuya ses mains sur un chiffon, puis répondit. Je te pardonnerai quand tu comprendras que le pardon, ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est un travail qu'on fait. Marc acquiesça sans insister. À midi, ils déjeunèrent tête dans la cuisine, comme autrefois. Suzanne avait préparé une omelette et une tarte aux pommes. Marc coupa le pain, maladroitement, comme un enfant qui réapprend. Tu te souviens, dit-il, quand on allait au marché avec papa? Bien sûr, il râlait toujours parce que je marchais trop vite. Ils rirent doucement, un rire vrai, sans tension. Puis Marc posa sa fourchette. Maman, je voulais te dire, j'ai reçu un appel du procureur. Je sais, il m'a convoqué pour l'abus de faiblesse.
Tu vas y aller quand oui, et tu vas dire la vérité, toute, pas seulement ce qui t'arrange. Il la regarda honteux. Et toi, tu seras là? Non, ce n'est plus mon affaire. Ce sera entre toi et ta conscience. Un long silence suivit, puis il murmura: Je le ferai, pas pour moi, pour toi. L'après-midi, après son départ, Suzanne sortit dans le jardin. Le vent léger faisait frissonner les feuilles. Elle s'assit sur le banc de pierre, là où elle et Louis passaient leur soirée d'été. Elle ferma les yeux. Le soleil réchauffait sa peau. Dans le lointain, on entendait les cloches de l'église. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle avait croisées dans sa vie, celles qui se taisaient, qui cédaient, qui pensaient qu'on ne les croirait jamais. Elle murmura comme pour elle: On peut être vieille, mais pas effacée. On peut être seule, mais pas sans voix. Puis elle se leva, rentra et ouvrit son carnet bleu. Aujourd'hui, il a peint les volets. Peut-être qu'un jour, il comprendra qu'il repeignait autre chose. En fin de journée, le téléphone sonna. C'était maître Lemoine. J'ai reçu copie de la convocation de Marc. Il passera au parquet la semaine prochaine. Merci, maître. Je ne souhaite pas intervenir. Bien sûr, mais sachez que votre dossier ici a fait parler. Parler? Oui, une association de défense des personnes âgées m'a contacté. Ils voudraient de vous rencontrer, peut-être pour témoigner ou simplement partager votre expérience. Suzanne resta un moment silencieuse. Pour que les autres sachent qu'on peut encore se battre? Exactement. Elle sourit. Alors oui, dites-leur que je viendrai. Le soir, elle sortit sur le perron. Le ciel s'assombrissait doucement. Elle regarda la façade de la maison, les volets fraîchement peints, les rosiers qui repoussaient, et elle pensa: tout renaît, même ce qu'on croyait trop abîmé. Elle murmura pour elle-même dans le vent: faire place aux jeunes, qu'il disait: eh bien, j'ai laissé une place, mais celle-là, je l'ai choisie moi-même. Le jeudi suivant, Suzanne prit le train pour Lyon. Dans son sac, pas de dossier, pas de preuves, juste un carnet neuf, vierge et un stylo. Le vieux carnet bleu était désormais plein, témoin silencieux de la guerre qu'elle venait de traverser. Elle n'allait plus au tribunal pour se défendre, mais pour témoigner. L'association Les Voix du Silence, qui aidait les personnes âgées victimes d'abus familiaux, l'avait invitée à une rencontre. Quand elle entra dans la salle, un murmure discret s'éleva. Une trentaine de visages se tournèrent vers elle, des femmes surtout, aux cheveux gris, aux yeux prudents, à la colère étouffée. Un homme prit la parole. Mesdames, voici Suzanne Delorme. Certains d'entre vous ont lu l'article sur son affaire. Elle a accepté de nous raconter comment elle a repris le contrôle de sa vie. Suzanne s'assit, posa son sac à ses pieds et regarda ces inconnus. Il y avait dans leur regard quelque chose qu'elle connaissait bien. La peur, celle d'être traitée comme un fardeau. Elle inspira doucement. Je ne suis pas là pour donner des leçons, commença-t-elle, ni pour qu'on me plaigne. Je suis juste une femme qu'on a essayé d'effacer. Et qui a refusé de disparaître. Un silence dense s'installa. Mon fils m'a crié dessus dans un café. Il voulait faire place aux jeunes. Ce jour-là, j'ai compris que le respect ne se réclame pas. Il se reprend. Alors j'ai sorti mes dossiers, mes souvenirs, mes preuves. Et j'ai répondu. Pas avec la colère, avec la loi. Quelques têtes hochèrent, d'autres baissèrent les yeux. Suzanne continua, d'une voix claire, presque douce. Vous savez ce qu'on dit de nous, les vieilles, qu'on est fragile, qu'on oublie, qu'on ne comprend plus. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est jamais vrai. On se souvient, on observe, on endure, et parfois, on agit. Une femme au premier rang éclata en sanglots silencieux. Suzanne s'interrompit, s'approcha, posa une main sur son épaule. Vous n'êtes pas seule, plus maintenant. À la fin de la réunion, plusieurs femmes vinrent la remercier, certaines en pleurant, d'autres en souriant timidement. Vous m'avez redonné envie de parler, dit l'une d'elles. Et moi, le courage de rester, ajouta une autre. Suzanne les écouta, les serra dans ses bras, puis sortit prendre l'air. Le soleil de fin d'après-midi inondait la place Bellecour. Elle marcha lentement, sentant chaque pas, chaque respiration. Près de la fontaine, son téléphone vibra. Un message. De Marc. J'ai été entendue par le procureur, c'est fini, je dois payer une amende. Rien de plus, je ne me plains pas, j'ai compris. Suzanne resta immobile un instant, puis elle répondit: Tu paies le prix du silence. Maintenant, parle mieux, agis mieux. Elle rangea le téléphone, puis s'assit sur un banc. Un groupe d'adolescents riait près d'elle.
L'un d'eux aida une vieille dame à ramasser un sac tombé. Ce geste simple la toucha plus que tout ce qu'elle avait entendu au tribunal. Elle ferma les yeux et se dit que peut-être tout n'était pas perdu. Le soir, de retour chez elle, elle retrouva Claire assise sur le perron, 2 tasses de thé fumantes. Alors, raconta Claire, c'était fort. Ces femmes, tu sais, elles se croient invisibles, mais elles brûlent encore. Et toi, tu les as rallumées, ma vieille flamme. Elles rirent, un rire franc, complice. Le ciel prenait des teintes d'orange et de rose. Dans le jardin, les rosiers s'ouvraient, lourds et vivants. Marc t'a écrit demanda Claire. Oui, il apprend, lentement. Tu crois qu'il changera? Peut-être. Mais moi, j'ai déjà changé, et c'est suffisant. Claire lui serra la main. Tu sais, si un jour j'ai besoin de quelqu'un pour me défendre, je t'appelle avant la police. Suzanne sourit. Tu n'auras pas besoin de moi, tu sauras te défendre seule. Cette nuit-là, Suzanne n'écrivit pas dans son carnet. Elle resta simplement éveillée, la fenêtre entr'ouverte, écoutant le vent passer entre les branches. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle avait vues ce jour-là, à leurs histoires, à leurs visages. Et, pour la première fois, elle se sentit à sa place. Pas dans la solitude, mais dans la continuité. Elle murmura dans l'obscurité. Ils nous disent n'est de faire place aux jeunes, mais c'est grâce à nous qu'ils ont un sol où se tenir. Le matin suivant, Suzanne fut réveillée par le chant des merles. Elle resta allongée un moment, savourant la lumière douce filtrant à travers les rideaux. Dans la maison, tout respirait la paix. La poussière dansait dans les rayons du soleil, la pendule battait calmement. Une maison vivante à nouveau. Elle se leva, enfila une veste légère et sortit sur le perron. L'air sentait la rosée et la peinture fraîche des volets. Marc avait tenu parole. Il était revenu 2 jours plus tôt pour finir les derniers détails, en silence, sans se plaindre. Il travaillait lentement, mais avec soin, comme s'il réparait plus qu'une façade. Sur la table du jardin, une enveloppe l'attendait. Pas de timbre, pas d'adresse. Simplement « Pour toi, maman ». Elle l'ouvrit. L'écriture était plus ferme cette fois. « Je t'ai vu hier à la télévision. Il parlait de ton témoignage, de ton courage. Tu avais l'air fière, droite. J'ai compris ce jour-là que tu n'avais pas seulement gagné contre moi, mais pour des centaines d'autres. J'ai honte encore, mais j'avance. J'ai vendu la voiture. J'ai donné l'argent à une maison de retraite de quartier, pas pour me racheter, juste pour commencer à comprendre. J'aimerais venir dîner dimanche. Promis, sans drame. Suzanne reposa la lettre. Un souffle, à la fois lourd et léger, lui échappa. Elle leva les yeux vers le ciel, bleu, vaste, paisible, et murmura « Peut-être que cette fois, il grandit vraiment ». Le dimanche arriva, le village sentait la lavande et le pain chaud. Suzanne passa la matinée à cuisiner comme autrefois, poulet rôti, légumes au four, tarte maison. Les gestes revenaient d'eux-mêmes, précis, aimants. Elle mit la table dans le jardin sous le vieux pommier. À 16 heures, Marc arriva, sans bruit, sans tension. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Marc. Tu es à l'heure. » Je ne voulais pas être en retard pour ma réhabilitation. Elle eut un sourire en coin. « Ce mot est grand, mais je t'accorde le bénéfice du doute. » Ils s'assirent, servirent le repas. Les premières minutes furent prudentes, mais pas froides. Marc mangeait lentement, sans regarder son téléphone. Puis il dit « J'ai lu ton histoire dans le journal. Il t'appelle la dame du tribunal. » Tant qu'ils ne disent pas la vieille folle, ça me va, il rit. Un vrai rire cette fois. Tu sais, j'ai relu la lettre du juge, tout ce qu'il a écrit sur ta lucidité exceptionnelle. Ça m'a frappé. J'étais là, en train de t'accuser d'être faible alors que tu étais plus forte que moi. Ce n'est pas une compétition, Marc, mais c'est bien que tu t'en rendes compte. Un instant, il garda le silence. Puis, tu crois qu'on peut recommencer? Non, dit-elle. On ne recommence jamais, mais on peut continuer autrement. Le vent remua doucement les branches au-dessus d'eux. Une pomme tomba dans l'herbe, rebondit, s'arrêta entre eux. Suzanne la ramassa, la posa sur la table. Tiens, un signe, le pommier veut encore donner. Comme toi, dit-il. Elle sourit sans répondre. Après le repas, ils restèrent dans le jardin. Le soleil déclinait lentement, teintant la maison de cuivre. Marc observa les rosiers. Ils sont magnifiques maintenant. Parce qu'ils ont été taillés au bon moment. Trop tôt, ils auraient saigné pour rien. Trop tard, ils auraient pourri. Marc hocha la tête, pensif. « Ah, tu parles des fleurs, mais c'est de nous que tu parles, pas vrai?
Peut-être. Il resta silencieux. Puis, d'une voix basse, je suis fière de toi, maman. Suzanne se figea. Ces mots, elle ne les avait pas entendus depuis des décennies. Dis-le encore, juste pour voir si je rêve. Je suis fière de toi. Elle sourit, les yeux brillants. Il était temps. Quand il partit, la nuit tombait. Suzanne le regarda s'éloigner sur le chemin, les mains dans les poches, silhouette d'homme enfin apaisée. Puis elle rentra, ferma doucement la porte et s'assit à son bureau. Elle sortit son nouveau carnet, écrivit sur la première page 14 juin. Il était revenu dîner. Il a ri, il a écouté. Je crois que c'est ainsi que la justice se prolonge, quand la douleur devient transmission, quand la colère devient mémoire, les fleurs repoussent, la maison respire, et moi, je vis encore. Elle referma le carnet, posa sa main dessus et resta ainsi un long moment, les yeux perdus dans le calme de la pièce. Dehors, le vent se leva, emportant une odeur de terre et de pluie prochaine. Suzanne pensa à toutes ces années, à ce fils, à cette vie. Et elle sourit doucement en murmurant « Faire place aux jeunes, oui, mais d'abord leur apprendre à s'y tenir. » Le dimanche suivant, l'air du matin avait cette clarté presque irréelle des jours d'été paisibles. Le jardin embaumait la rose et la menthe fraîche. Suzanne, déjà debout, marchait lentement sur l'herbe encore mouillée, un panier au bras. Elle cueillait quelques fleurs pour la table du salon. Chaque geste était mesuré, tranquille, le geste d'une femme qui n'avait plus rien à prouver. Marc devait passer plus tard, mais ce n'était plus une visite d'obligation. Il venait désormais par habitude, par envie, peut-être par besoin. Et cette idée suffisait à la faire sourire. Elle rentra, posa les fleurs dans un vase, puis s'assit au bureau. Devant elle, le nouveau carnet s'ouvrait sur une page blanche. Elle prit le stylo, hésita, puis écrivit « Je n'ai plus peur des silences, ni des orages, ni du temps. J'ai compris que la justice n'était pas seulement dans les tribunaux, mais dans la façon dont on se relève quand on a voulu vous effacer. » Un coup de klaxon léger retentit dehors. Marc, elle sourit, referma le carnet et sortit sur le perron. Il était là, debout, tenant un petit sac. Bonjour maman. Bonjour Marc. C'est quoi ce sac? Ah, rien d'important. Juste quelque chose que je voulais te rendre. Il sortit de la poche un cadre photo. C'était celui du salon, celui où ils étaient trois. Louis, Suzanne et un petit garçon blond, riant aux éclats. Je l'avais gardé chez moi sans trop savoir pourquoi, dit-il. Mais je crois que cette photo appartient ici. Suzanne prit le cadre, émue, et le posa sur la table, à sa place d'origine. Merci, dit-elle simplement. Ils prirent le café sur la terrasse. Le soleil filtrait entre les branches, les oiseaux chantaient. Pas de tension, pas de sous-entendu. Juste une conversation simple. Le marché du village, la pluie annoncée, les voisins. Puis Marc sortit un dossier de son sac. « Qu'est-ce que c'est » demanda Suzanne méfiante. « Rien de grave, ne t'inquiète pas. Regarde. » Elle ouvrit. Des papiers de donation, mais cette fois, à l'envers. Marc avait fait transférer officiellement une partie de la maison à son nom à elle, en pleine propriété. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je veux réparer, dit-il. Parce que tu m'as appris que ce qui est donné sans respect se reprend tôt ou tard. Et je veux que cette maison reste à ton nom, tant que tu vivras. » Suzanne resta sans voix. « Ah, tu n'avais pas besoin de faire ça ?»« Si, moi, si. » Elle hocha la tête, émue. « Tu vois, Marc, ce n'est pas moi qui t'ai élevé pour que tu sois parfait, juste pour que tu saches reconnaître quand tu t'es trompé. » Il sourit. « Alors j'apprends vite, non ? Mieux vaut tard que jamais. » Ils rirent doucement. L'après-midi, ils descendirent ensemble au village. Claire les aperçut de loin, main dans la main, et s'approcha. « Tiens, le grand-fils de retour. »« Oui, » répondit Suzanne. « Et il sait enfin repeindre sans tout salir. » Marc rit. « C'est elle qui m'a tout réappris. » Claire hocha la tête, attendrie. « Vous deux, vous êtes beaux à voir. Comme quoi, même les plus vieilles plaies peuvent nous cicatriser. »« Oui, » dit Suzanne, « à condition qu'on arrête de les gratter. » Le soir, Marc repartit, après avoir embrassé sa mère sur le front. « Tu veux que je repasse la semaine prochaine ?»« Non, » répondit-elle avec douceur. « Je veux que tu vives. Mais si tu veux passer, il y aura toujours du café. » Il hocha la tête et s'éloigna sur le chemin, le pas léger. Suzanne resta un moment à la porte, le regardant s'éloigner. Puis elle rentra,
prit son carnet et écrivit la dernière page. 15 juin. La boucle est bouclée, il a compris. J'ai pardonné. La maison est redevenue vivante. Et moi, libre. Ils disent, moi, qu'il faut faire place aux jeunes. Mais moi, j'ai appris qu'il faut d'abord leur apprendre à tenir debout. J'ai tenu, moi. Et j'ai gagné plus que la justice, la paix. Elle posa le carnet à côté de la photo, souffla la lampe et resta là, un instant, dans la lumière du crépuscule. Le jardin bruissait doucement, les fleurs penchaient sous le vent, comme pour saluer. Suzanne sourit, ferma les yeux et murmura: Place aux jeunes, oui, mais pas avant d'avoir écouté les vieux. Si cette histoire vous a touché, laissez-en et abonnez-vous pour d'autres récits où la justice parfois porte les rides d'une mère.